bonsoir Anaïs Tonder et bienvenue ici à la Gaîté Lyrique. Alors c'est avec vous qu'on va clôturer toute cette série de portraits d'artistes depuis le début de la COP 21, donc c'est Art COP 21. Donc il s'agit d'artistes qui ont une envergure internationale et qui s'intéressent à toutes les questions liées au changement climatique. Et c'est précisément votre cas, Anaïs Tonder, puisque à travers votre pratique de l'image et de l'espace, vous interrogez la construction des savoirs et la responsabilité de l'humain dans l'avenir écologique de la planète. Vous produisez des mises en récit qui vont s'enraciner à la fois dans vos recherches jusqu'au fond des laboratoires scientifiques, dans vos lectures également et dans une approche historique. Elle se présente sous forme d'expédition dans des territoires à la frontière du réel et interroge sur une autre manière d'habiter la planète. Alors actuellement, vous avez 2 projets qui sont exposés dans le cadre de la COP 21. De quoi s'agit-il? Alors, ce sont 2 projets que j'ai réalisés dans le cadre d'une résidence du programme Demain le climat, qui est un programme qui a été lancé par Sorbonne Université à Jussieu pendant toute l'année 2015. Et donc pendant un an, j'ai travaillé avec des chercheurs autour d'un événement de notre histoire du climat qui s'appelle le Younger Dryas, qui est une période de glaciation qui a eu lieu il y a 11 500 ans. Et cette glaciation aurait été déclenchée par un réchauffement climatique, mais cette fois-ci d'origine naturelle. Donc en fait, tout le principe du projet a été d'explorer les conséquences et finalement les origines de cet événement climatique pour interroger ce qui est en train de se passer de nos jours. Et une des pensées qui était au point de départ de ce projet était une pensée de Marguerite Yourcenar qui parle de comment utiliser une distance ou un recul vers le passé pour pouvoir ouvrir une perspective sur notre époque, voir les différences, mais aussi les similitudes qu'il peut y avoir et essayer de réfléchir aux solutions à apporter. Et donc en fait, ce projet a débuté par finalement une plante, cette plante qu'on voit projetée qui s'appelle la Dryas octopetala. Donc c'est une petite plante, un petit arbrisseau qui a une fleur donc à 8 pétales, une petite fleur blanche que l'on trouve maintenant dans la toundra arctique, mais des carottages de tourbes à nos latitudes, entre autres en France, ont mis à jour la présence de ces plantes dans nos régions il y a 11 500 ans. En fait, des palynologues spécialistes du pollen ont retrouvé du pollen de ces plantes dans la région parisienne, dans le Jura, à Bourg-en-Bresse. Et donc, j'ai travaillé avec ces spécialistes, ces climatologues, pour former une cartographie de la présence de ces plantes il y a 11 500 ans. Et à partir de cette carte, je suis allée arpenter ces paysages sur la trace ou la présence invisible de ces plantes dans une idée de mettre en perspective finalement des paysages actuels qui sont devenus urbains aux paysages il y a 11 500 ans alors recouverts de glace. Et de là, j'ai travaillé avec une photographe et un écrivain, Crystal Benz et Tom Jeffreys, qui sont partis en Laponie et qui sont allés arpenter des paysages qui sont maintenant occupés par ces plantes. Donc, je peux peut-être vous montrer quelques images de la marche. Donc, à chaque fois, j'étais intéressée, j'essayais de trouver finalement des traits qui rappellent notre siècle, des traits qui rappellent le côté très urbain de ces paysages qui, il y a plusieurs centaines d'années, étaient recouverts par les glaces. Donc en cherchant, en essayant de mêler finalement encore un reste de présence végétale au paysage urbain. Et donc je suis vraiment allée sur ces sites où on a pu retrouver la présence de ces plantes qui sont utilisées de nos jours comme bio-indicateurs de l'histoire du climat. Et de là, j'ai
interviewé, j'ai fait toute une série d'entretiens avec des chercheurs du laboratoire du climat de l'océan à Jussieu, des chercheurs qui font aussi bien de la paléo-océanographie que de la paléobotanie, pour essayer de comprendre les enjeux de cette période de glaciation qui aurait été déclenchée par ce réchauffement climatique qui lui-même aurait apporté une énorme masse d'eau douce dans le nord de l'Atlantique, avec des débâcles d'iceberg qui auraient changé les caractéristiques d'une circulation océanique qui est très importante dans l'équilibre du climat. Cette circulation s'appelle la circulation thermohaline. J'ai ici peut-être une image, une carte de cette circulation. Non. En fait, on voit que cette circulation relie vraiment tous les océans. Et ce qui est assez magique, c'est qu'il lui faut 1500 ans pour faire le tour des océans, aussi bien en surface qu'en profondeur. Donc en fait, les eaux plongent dans le nord de l'Atlantique, elles vont traverser les abysses de l'Atlantique pour arriver jusqu'en Antarctique, où là, après plusieurs siècles, en fait, elles sont coincées dans une sorte de boucle où elles remontent, elles redescendent. Et là, petit à petit, elles vont réussir à remonter à la surface de l'océan Indien, parce que l'eau se réchauffe. Et pour une raison que les scientifiques expliquent encore assez mal, elles vont faire une boucle, revenir sur leur pas. Et là, en surface, elles vont petit à petit venir rejoindre leur point de départ. Sans compter qu'elle passe aussi par l'atmosphère, en fait. C'est-à-dire cette eau, à certains moments, s'évapore et revient à l'océan. Oui, c'est cette circulation. Ça, c'est une des questions qui revenait souvent quand je discutais avec ces océanographes, c'est de voir finalement l'interaction entre les océans et l'atmosphère et comment finalement ces circulations ont un rôle primordial sur l'équilibre de notre climat, par exemple à notre latitude avec le Gulf Stream qui vient adoucir finalement nos températures et avec en fait le réchauffement climatique et ce qui a pu se passer il y a 11 500 ans, finalement, c'est cette circulation avec l'énorme apport d'eau douce, cette circulation semblerait être en train de ralentir et ça aurait un énorme enjeu, un énorme impact sur le climat, entre autres à nos latitudes. Et donc, il y a 11 500 ans, ce serait l'arrêt ou le ralentissement soudain de cette circulation qui aurait déclenché cette grande glaciation du Yongadrias, qui lui-même serait à l'origine, en fait, probablement de l'extinction des derniers mammouths. Vous avez travaillé avec un écrivain également sur ce projet? Oui, alors cet écrivain, lui, donc cet écrivain est parti en Laponie et il s'intéressait vraiment à cette plante, la Dryas octopetala, et donc il a proposé finalement un mythe qui explique l'apparition et le nom de cette plante. C'est-à-dire qu'il a inventé une fiction justifiant cette plante qui, elle, est bien réelle. Exactement, oui. Oui, c'est une des caractéristiques de votre travail, c'est ça, c'est de jouer en permanence avec ce réel et cette fiction et de les entrelacer et de perdre les points de repère. Et donc justement, la deuxième partie de ce projet qui est exposé à Jussieu s'appelle Le Cri de Léophone. Il a été construit dans cet aller-retour entre le réel et la fiction, parce que je suis vraiment fascinée par cette circulation, ou l'histoire de cette circulation océanique. Et j'en parlais à un océanographe qui m'a appris qu'il partait faire une traversée en solitaire de l'Atlantique. Et il a accepté qu'on construise ensemble une fiction pour aller interroger l'histoire et la mémoire de cette circulation. Et donc on a inventé une sonde. Cette sonde... Cette sonde s'appelle Léophone. Donc le nom vient en fait de éole, le vent, et puis phone, la voix. Et en fait, elle est structurée elle est terminée par un double chapeau à l'intérieur duquel le vent vient s'engouffrer et permet à la sonde de générer un cri.
de manière à ce que les marins puissent la retrouver, parce que cette sonde a un fonctionnement assez particulier. En fait, elle est dans les profondeurs des océans, et tous les 72 ans, elle remonte à la surface pour essayer de partager finalement ces informations qu'elle a capturées par un petit système. En fait, on voit en bas un disque avec des petites plaques de verre sur laquelle serait une émulsion chimique qui permettrait en fait avoir une impression de la chaleur en fait, de ces eaux, de la température de ces eaux. Donc cette plaque réagirait en contact de l'eau et donnerait une information sur la température. Et en même temps, un autre clapet de cette sonde s'ouvre et permet de faire une photographie du ciel. Comme ça, on peut juxtaposer ces deux images et essayer de retracer une sorte de mémoire des océans. Mais quelle taille fait votre prototype? Vous n'avez pas peur qu'il soit mangé par un poisson? Donc en fait, dans l'exposition, je présente le dessin, et le dessin est à taille réelle, donc il fait à peu près 60 cm de haut. Faut pas le perdre. En fait, donc, dans l'histoire, ce navigateur, Victor Turpin, est parti sur les traces de cette sonde. Donc je suis allée le retrouver au départ de sa course à Douarnenez au mois de septembre. J'ai placé une petite caméra au bord finalement à la pointe de son voilier pour essayer de filmer sa traversée. Et il est rentré il y a 2 semaines à Paris avec des images. Donc j'en ai réalisé un film. Et malheureusement, on découvre qu'il n'a pas découvert la sonde. Pourtant, il l'a croisée. Dans le film, on entend le moment où finalement il découvre les sons émis par la sonde. Il essaye de ralentir le bateau, il abat les voiles. Et c'est comme si les sons entouraient son bateau. Et puis là, d'un seul coup, finalement, on est en pleine nuit. La lune permettait d'éclairer un peu la scène, et pourtant la lune passe derrière un nuage, et à partir de ce moment, le son commence à devenir de plus en plus lointain, comme étouffé par des masses d'eau. Et en fait, la sonde replonge et repart pour un cycle de 72 ans. Il va falloir être patient pour la prochaine récupération de sonde. Donc on continue avec cette exposition. Peut-être on parle de votre projet, le second, qui est exposé actuellement dans le cadre de la COP 21. Oui, donc en fait, ce projet est construit en 2 parties. Il y a une partie d'expédition sur la trace de ces plantes, les Dryas octopetala, et il y a une deuxième installation vidéo, le cri de Léophone, qui présente aussi bien la sonde que l'expédition de Victor Turpin sur ces traces. Mais au fond, l'intention derrière ces deux installations, c'est d'essayer de réfléchir à d'autres modes de perception ou d'autres façons d'être au monde, ou d'être en relation avec l'environnement. C'est pas un terme qui me paraît tout à fait juste, parce que ça implique qu'on est au centre, mais d'être en relation avec le système Terre. Et ce qui m'intéresse dans finalement ces projets qui impliquent d'aller physiquement sur le terrain, d'aller à la rencontre de ces forces, de ces phénomènes, d'être en plein milieu de l'Atlantique pour essayer de retrouver un objet qui est là fictionnel, mais au fond ça devient un prétexte pour créer finalement cette expérience de rencontre, pour essayer de sentir, de vivre ces éléments autrement, et d'essayer, on pourrait dire, finalement de les penser autrement. Parce que c'est peut-être comme ça qu'on va pouvoir créer une nouvelle façon d'être au monde, créer un nouvel imaginaire à partir duquel réussir à sortir de cette crise dans laquelle on est en train d'entrer. On voit, Anaïs Tondeur, que votre travail est vraiment à mi-chemin entre l'art et la science. Vous allez quand même assez loin dans les connaissances scientifiques, et on peut dire, d'une certaine manière, avec vos parents, que vous êtes tombée dans la marmite quand vous étiez petite. C'est vrai que finalement, je me suis construite entre 2 approches. Et finalement, par mon travail, je suis en train de relier ces 2 façons de voir le monde. Une qui était donc ma mère était du côté de l'art, elle était designer. Donc elle nous a apporté à cette ouverture-là. Et en même temps, mon père, en tant que géologue,
nous emmener à travers les Alpes, essayer de réfléchir ou de questionner finalement ce temps géologique. Donc mon travail relie un peu ces deux univers. On peut voir d'autres images peut-être Oui. sur ce que vous avez fait. Ou sinon, on peut peut-être continuer sur cette idée d'essayer de trouver un moyen de penser et d'être autrement, finalement en relation avec les phénomènes naturels. Et la plupart de mes projets sont construits comme ça, dans une recherche d'essayer de percevoir la Terre par un autre point de vue, essayer de créer ces déplacements du regard, changer de perspective pour pouvoir penser autrement notre façon d'être au monde. Et il y a entre autres un texte d'Aldo Léopold qui est une sorte de référence pour tous ces projets que je peux continuer de vous montrer. Oui, très bien. On peut faire peut-être une petite lecture. Donc, c'est un texte qui vous a inspiré cette idée d'empathie intense avec la nature. Oui. Donc, peut-être que je commence par vous le lire. Alors, c'est un texte extrait de Almanach d'un comté de sable. Un hurlement profond, rocailleux, résonne de roche en roche, roule dans la montagne, puis s'éteint dans le noir, dans la nuit, au loin. Vocifération triste, pugnace, pleine de mort devant les adversités du monde. Il n'est pas de choses vivantes, et peut-être de choses mortes, qui n'y prêtent attention. Le cerf y entend un rappel de la faim, le pain une prophétie d'Érix sous la lune, et de sang sur la neige. Le coyote, les ripailles à venir, le propriétaire de troupeau, une menace de faillite, le chasseur, l'affrontement du croc et de la balle. Et pourtant, sous ces espoirs et ces désespoirs évidents, immédiats, gît une signification plus profonde que seule la montagne connaît. Seule la montagne a vécu assez longtemps pour écouter objectivement le hurlement des loups. Ma propre conviction en la matière date du jour où j'ai vu mourir un loup. Nous déjeunions sur un rocher, très haut, au pied duquel jaillissait une rivière turbulente. Nous vîmes ce que nous crûmes être une biche passer le torrent, sa poitrine frappant l'eau blanche. Lorsqu'elle remonta sur la rive et secoua sa queue, nous comprîmes notre erreur, c'était un loup. Une demi-douzaine de ses congénères, gros louveteaux, jaillirent des roseaux, accueillantes, mêlées de queues dressées et de morsures joueuses. La masse des loups empilés, les uns sur les autres, frémissait et se bousculait au centre d'un creux, au pied de notre roche. En ce temps-là, on ne laissait jamais passer une occasion de tuer un loup. En une seconde, nous commençâmes à tirer dans ses peaux, mais avec plus d'excitation que de précision, visé du haut d'une pente raide et difficile. Nous arrivâmes devant le vieux loup à temps pour voir l'intense... Ah oui, non. Quand nos fusils se turent, le vieux loup était au sol et un louveteau traînait une patte folle jusqu'au roc de la rive. Nous arrivâmes devant le vieux loup à temps pour voir l'intense éclair de ses yeux disparaître. J'ai compris à ce moment, et je l'ai toujours su depuis, qu'il y avait quelque chose de nouveau pour moi, dans ses yeux, quelque chose que seule et la montagne savait. J'étais jeune et la gâchette me travaillait. Je croyais que moins de loups signifiait plus de cerfs, et pas de loups, le paradis du chasseur. Mais, à la mort de l'éclair vert, j'ai senti que ni le loup, ni la montagne n'étaient d'accord avec moi. Depuis, j'ai vécu pour voir état après état extirper ces loups. J'ai vu le visage de tant de montagnes, soudain sans loups. J'ai vu les pentes prendre des rides, les pistes des cerfs. J'ai vu tous les buissons, tous les arbustes être dévorés, d'abord d'anémie, puis pour de bon. J'ai vu tous les arbres perdre leur feuillage à hauteur de cerf. Je soupçonne à présent que, de même qu'une harde de cerfs vit dans une peur mortelle du loup, la montagne vit dans une peur mortelle du cerf. Et avec plus de raison, parce qu'un cerf mâle pris par les loups sera remplacé en 3 ans, mais un monde dénudé par les cerfs ne sera plus remplacé avant des décennies. De même avec les vaches, car l'homme à bétail qui abat tous les loups de son ranch
ne comprend pas qu'il doit alors assumer le rôle du loup, celui d'adapter le troupeau à la montagne. Il n'a appris à penser comme une montagne, d'où ces rivières qui arrachent l'avenir aux pentes et les jettent à la mer. C'est là que vous avez appris à penser comme une montagne? Je ne sais pas si j'ai réussi à apprendre, mais j'aimerais bien continuer dans ce cheminement et continuer dans ce cheminement où finalement la pensée de Michel Serres peut être une sorte de guide. Et entre autres son livre qui s'appelle La Biogée, où en fait c'est un livre qui est dans un cycle de recherche qui a été commencé en 1989 avec son texte Le contrat naturel, où il parle de cette façon dont chacun de nous sommes sujets de droit, mais il pose la question de savoir si finalement la biogée, donc bio le vivant, puis gé la terre, si finalement ce vivant-là, cette terre-là, ne pourrait pas elle aussi être sujet de droit. Et il propose cette utopie au fond d'un procès qui pourrait confondre le golfe du Mexique ou les côtes bretonnes à Total ou à BP. Donc en soi, c'est peut-être utopique, mais Il commence à y avoir des ébauches de droit justement de protéger des écosystèmes, par exemple. oui, donc il y a cette amorce-là. Mais ce qui est assez intéressant chez Michel Serres, c'est d'essayer de voir comment, finalement, dans les négociations comme la COP21, il pourrait y avoir des représentants de ces entités-là aussi. Et il me semble que Bruno Latour et les étudiants de Sciences Po ont essayé de mettre en scène ou mettre en jeu en mai dernier au théâtre des négociations, où en fait ils préjouaient les négociations, mais dans les entités qui étaient représentées, il y avait les États, mais il y avait aussi l'Amazonie, les fleuves, les volcans. Et peut-être que c'est dans ce bouleversement de notre fonctionnement qu'on pourrait trouver une solution vraiment intrinsèque, au lieu d'être finalement dans des enjeux d'État et plus d'une sorte de partage du fardeau climatique. Vous pensez que l'art a un rôle à y jouer vraiment? Je pense que l'art peut contribuer à essayer de construire finalement un autre ici, d'autres imaginaires à partir desquels on va pouvoir peut-être puiser des solutions pour pouvoir penser une autre façon d'être au monde. Et justement, ces imaginaires sont peut-être des sortes de laboratoires à l'intérieur desquels on peut essayer de penser, de réfléchir d'autres façons d'être au monde, mais aussi les tester, et puis après, par des récits, par des fictions, essayer de leur donner corps. On va regarder peut-être d'autres images de votre Oui. travail. Alors, ce projet-là, par exemple, s'appelle donc l'herbier de Tchernobyl. C'est un projet que j'ai réalisé avec un biogénéticien qui s'appelle Martin Ashdour, qui travaille en Ukraine et dont le rôle, en fait, ces dernières années, est d'analyser l'impact de la radioactivité sur les plantes. Et donc pour ça, il fait des plantations en fait tous les ans. Alors il utilise principalement en fait des plantes de l'espèce du lin, parce que le lin en fait de par ses racines aspire plus que d'autres plantes finalement la radioactivité. Et donc j'ai commencé ce projet-là il y a 4 ans avec lui. Et c'était un moment où il commençait juste son étude, donc de planter ses graines dans les 30 km autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et il observait que finalement, il n'y avait pas un changement dramatique de la flore, même que la flore s'adaptait assez bien. Et c'est vrai que finalement, les 30 km de zone d'exclusion autour de la centrale, qui n'avaient pas été traversées ou habitées par l'homme, présentaient une forme assez opulente de végétation. Et donc là, j'ai recommencé à travailler avec lui et à découvrir les résultats de ces nouvelles recherches.
Et il a pu remarquer qu'au fond, à l'intérieur, en fait, dans la cellule même de la plante, il y a une transformation. Donc, ce qui au départ semblait non visible, finalement, vient modifier la structure même de la cellule. Mais à la fois, même si elle n'est pas modifiée, elle va sans doute concentrer la radioactivité et influer sur les animaux qui vont la manger, par exemple. C'est tout à fait un cycle. Donc, il y avait des propositions en fait de planter certaines espèces de fleurs pour pouvoir finalement nettoyer les sols. Mais qu'est-ce qu'il advient de ces plantes lorsqu'elles se décomposent, lorsqu'elles sont mangées? Donc, on est dans une sorte de cycle infernal. Et, euh, et donc, en fait, avec cet herbier, je vais c'est assez difficile de parler finalement de cet irreprésentable qui est finalement le nucléaire, ce que à Tchernobyl on appelait l'ennemi invisible. Et donc, au lieu d'être dans une représentation de ce qui était en train de se passer, je lui ai demandé en fait de travailler à partir de plantes qu'il utilise à Tchernobyl et d'en faire une radiographie. Donc là, ce qu'on voit en fait, ce sont des, des plantes venant de Tchernobyl qui ont été directement placées sur une feuille photosensible et que j'expose à une lumière forte, un peu inspirée par ces images frappantes qu'on pouvait voir à Hiroshima ou Nagasaki après l'explosion, où finalement cette explosion telle de lumière euh, créer l'empreinte de l'ombre d'un objet. Donc, j'imagine que vous vous rappelez de ces images d'échelle. Il y a entre autres une image avec une échelle et un homme dont juste l'ombre a été imprimée sur un des murs de la ville. Donc, j'étais intéressée par finalement ce Ce phénomène photoélectrique, quoi. oui, et puis le parallèle qui est finalement assez symbolique hein, de ces deux, bon, on va pas parler de technique, mais de ces deux phénomènes-là. Ouais. C'était la partie invisible de la radioactivité qui vous intéressait en particulier? Alors, c'est à ce niveau-là, et puis en même temps, je suis en train de travailler avec un philosophe qui s'appelle Michael Marter, qui, avec qui en fait on est en train de commencer un livre dont le principe est en fait de le publier pour le 30e anniversaire de l'explosion de Tchernobyl en avril prochain. Et on réfléchit finalement aux différentes dimensions de cette catastrophe, hein, avec aussi bien cette catastrophe nucléaire, mais comment cette catastrophe a été finalement une sorte d'explosion d'un système, du système soviétique de l'époque. Hein. Et c'est Svetlana Alexievitch qui parle justement de, finalement de cette double catastrophe qui a coïncidé, qui est l'une sociale. Bon, peut-être que je vous lis un extrait. Volontiers. Deux catastrophes ont coïncidé, l'une sociale, sous nos yeux. Un immense continent socialiste a fait naufrage, l'autre cosmique, Tchernobyl. Deux explosions totales. Mais la première est plus proche, plus compréhensible. Les gens sont préoccupés par le quotidien. Où trouver l'argent pour vivre? Où aller? Que croire? Sous quelle bannière se ranger? Chacun vit cela. Mais tous voudraient oublier Tchernobyl. Au début, on espérait vaincre. Mais comprenant la vanité de ces tentatives, on se tue. Il est difficile de se protéger de quelque chose que nous ne connaissons pas, que l'humanité ne connaît pas. Tchernobyl nous a transposés d'une époque dans une autre. Et donc finalement, à partir de ces photos et dans ce texte, on réfléchit à comment Tchernobyl a été une sorte d'explosion aussi de la conscience. Et justement, dans ce livre, cet auteur, en fait, ce livre a été construit à partir d'une multitude d'entretiens de victimes de Tchernobyl. Et une des personnes parle de la façon dont l'explosion, il le dit en anglais, it exploded my mind. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à penser. Oui, il y a des scènes assez insoutenables en fait dans ce livre également, des témoignages assez terribles.
Donc on voit que vous allez quand même voilà, travailler avec des scientifiques et de manière assez profonde. Quand même, vous allez vous renseigner de manière très précise. Et puis, vous avez un de vos travaux qui consiste également à nous faire visiter la Lune. Alors expliquez-nous quelle est cette démarche-là. On est plutôt dans le dessin. On est un peu pratiquement dans une sorte de tradition des naturalistes du 19e siècle qui, à l'époque, avaient besoin voilà, d'un bout de papier, un crayon pour restituer ce qu'ils étaient en train de voir. Donc c'est un projet que je suis en train de réaliser dans le cadre en fait d'une résidence au CNES, à l'Observatoire de l'espace à Paris. Et donc là, peut-être juste pour revenir sur finalement ces projets qui sont très ancrés dans la science, finalement, c'est toujours dans une idée d'essayer de partager un imaginaire, pas obligatoirement aller chercher le scientifique ou l'historien des sciences pour essayer de trouver des informations, mais c'est partir aussi, m'immerger dans leur façon de comprendre un phénomène, dans leur façon de penser, dans leur logique, pour essayer d'aller chercher d'autres outils pour continuer ce que je pourrais appeler comme mes explorations. Et donc avec ce projet en question, Mutation du visible, là je travaille avec des écrivains et des historiens des sciences pour réfléchir à l'évolution de notre perception de la Lune, comment finalement cet objet a toujours été visible à l'œil nu, et pourtant selon l'évolution du contexte culturel, scientifique, technologique, notre perception a évolué. Alors, peut-être que je peux vous montrer des dessins. Volontiers. Avec ce premier dessin, par exemple, j'ai fait toute une recherche autour des mythes et de ces histoires dans l'Antiquité qui essaient de donner une raison à ces ombres que vous voyez sur la Lune, parce que ce qui était au-delà de la Terre était censé représenter une sorte de perfection divine, et pourtant on pouvait voir des taches, des ombres. Et donc, si vous voyez en bas à droite du dessin, il y a, j'ai essayé de bien faire ressortir la présence de cet homme sur la Lune. Mais d'autres vont faire appel à un lièvre aussi. Donc, je suis en train de collecter plein de légendes et de mythes qui essayent de parler de cette angoisse finalement de l'homme par rapport à ces tâches qui bousculaient leur vision finalement de la structure de l'univers et de la perfection de l'univers. Et après, je m'intéresse à l'impact en fait des outils d'optique au XVIe siècle, avec par exemple le télescope, sur finalement notre façon dont on a pu percevoir la Lune, et là découvrir que ces taches étaient des cratères. Et après, arriver aux premières photographies de la Lune. Ici, c'est un dessin qui est basé sur une photographie de l'anglais G.W. Draper, qui est une des premières photographies de la Lune. Et pour après arriver à l'exploration spatiale, avec ici la face cachée de la Lune, et ce dessin qui est constitué à partir de 938 clichés pris par la NASA, clichés du pôle nord de la Lune. Et donc toute cette série de dessins est en train de continuer, et j'aimerais arriver à recréer cette histoire de notre perception en travaillant vraiment différentes étapes de notre histoire avec la Lune. Vous allez aussi vous inspirer d'autres cultures, vous restez sur des documents auxquels vous avez accès? Oui, alors ça va être c'est la deuxième partie que je suis en train d'explorer, d'aller entre autres par rapport aux mythes, aller chercher dans d'autres cultures des histoires liées à la Lune. Et je fais aussi des recherches chez Camille Flammarion. J'ai pu accéder aux archives de Camille Flammarion pour voilà, enrichir cette recherche. Et donc j'ai pu accéder à ces archives avec Philippe Baudouin, qui s'intéresse aussi à Camille Flammarion, mais plus pour son travail spirit. Et donc dans les archives, j'ai découvert
le livre des rêves de Camille Flammarion, livre qu'il aurait commencé à écrire à 14 ans. Et je pense que ça va être le départ d'un nouveau projet aussi. Alors on voit qu'avec la lune, la lune unique, vous nous la démultipliez, vous nous faites plein de lunes, mais vous avez aussi, toujours en vous inspirant des mythes, vous avez une histoire à propos d'une île que vous faites disparaître. Vous n'êtes pas la première. Peut-être que le plus simple, ce serait que je vous montre la vidéo de cette île, et comme ça, ça me permettrait de vous introduire à l'histoire de l'île. Cette île s'appelle Nuuk. Nuuk vient de l'Inuit, ça veut dire le relief, en fait, un point haut. Et donc c'est un projet que j'ai réalisé en collaboration avec Jean-Marc Chomaz, qui travaille au laboratoire de dynamique des fluides de l'école polytechnique. Et on a continué ce projet avec des collègues donc de Jean-Marc, aussi bien de Polytechnique, mais de Cambridge et de l'école normale supérieure. Et donc je pourrais vous parler de l'enquête autour de la disparition de cette île, mais finalement, le nom de l'île devenait une sorte de prétexte, où finalement l'île devenait une sorte de concept pour penser cette nouvelle ère géologique à l'intérieur duquel on est en train d'entrer et que certains appellent l'Anthropocène. Donc finalement, cette île en tant qu'espace géographique, en tant que lieu, devenait une sorte de promontoire à partir duquel penser les changements que nous sommes en train de vivre. L'île de Nuuk se trouvait au centre d'importantes turbulences océaniques. Des tourbillons générés par le passage de courants d'eau denses et froids qui plongeaient vers les profondeurs. Bien que recouvert d'une épaisse couche de glace, Nuuk était une île volcanique, créée par la poussée depuis le manteau terrestre de roches anormalement chaudes. Poussée qui avait engendré la déformation du relief sous-marin alentour et l'apparition d'une chaîne de montagnes en grande partie immergée. Ces montagnes avaient jailli à la jonction de deux plaques tectoniques, constituant une faille qui traversait l'île, la fracturant d'est en ouest avant de s'évanouir dans les profondeurs de l'océan. L'île de Nuuk fut découverte au début du XVIIIe siècle par Paul Cyrillin, officier de la marine française. Cependant, durant près de 2 siècles, plus personne n'accosta sur cette terre. En effet, à une époque où la navigation se pratiquait principalement au compas et à la boussole, personne ne fut en mesure de la retrouver, pour la simple raison que les repères géographiques relevés par Paul Cyrillin se révélèrent faux. Ce fut seulement en 1948 que cette terre fut redécouverte par hasard par un État du Nord qui l'annexa, déclarant l'île et ses eaux territoriales réserve naturelle. Une série d'études botaniques et entomologiques fut alors réalisée. La végétation était constituée de quelques familles de mousses et de lichens. La faune se limitait à 7 espèces d'arthropodes. 3 étaient des colamboles, 4 appartenaient à la famille des mythes. Un petit nombre de lombriques de la famille des annélides fut observé sous les pierres les plus au nord. En 1950, une étude géologique fut menée sur l'île, où c'est, du moins,
Ce que laisse entendre un article d'Anton Slojavik intitulé Observations tectoniques sur l'île de Nuuk. Article paru dans un des rares numéros du The Expedition Information Bulletin. Lorsqu'une troisième expédition atteint les côtes de Nuuk le 30 juillet 1967, les scientifiques embarqués remarquent que la partie de terre émergée avait rétréci et que la ligne de la côte sud avait reculé de 953 mètres. Il fut décidé d'installer un poste d'observation relié au continent par satellite. C'est en recherchant un terrain propice pour installer cette station que les découvre les restes d'une embarcation. La capitaine rapporte dans son journal de bord: rien ne nous permet d'en identifier l'origine. Entre les pierres, à une centaine de mètres, nous trouvons une caisse de 44 gallons, une paire de reins, des morceaux de cuivre et de bois de flottage, ainsi qu'un réservoir ouvert et lacéré. L'équipe ne remarque aucune autre trace de présence humaine. Un poste d'observation est alors établi sur le plateau rocheux dominant le sud de l'île. Il devint le seul lien actif reliant l'île au continent. Cependant, en 2012, la station cessa d'émettre. Des images satellites révélèrent que l'île avait entièrement disparu de la surface de l'océan. À la même période, à Brisbane, en Australie, le 34e Congrès international de géologie se penchait sur la question de reconnaître ou non l'Anthropocène, c'est-à-dire une ère géologique nouvelle dans laquelle nous serions entrés. Une ère où nos sociétés industrielles deviennent un facteur majeur de la transformation de la planète. L'activité humaine impacte la Terre et son écosystème à tel point qu'une nouvelle strate géologique est en train d'apparaître. La question se pose donc de savoir si la disparition de l'île de Nuuk est un événement singulier ou la conséquence directe de l'émergence de l'Anthropocène.
Donc Anaïs Tonder, vous avez travaillé avec des scientifiques pour la création de cet espace imaginaire qui est quand même un peu ancré dans le réel. Et même eux se sont laissés prendre au jeu de la fiction finalement. Alors, ils se sont laissés prendre au jeu de la fiction. En fait, ce qui est assez intéressant aussi, c'était de voir comment le fait que le projet commençait par quelque chose qui était ancré dans l'imaginaire leur permettait d'interagir peut-être différemment à ce projet qui à la base était un projet artistique. Et donc j'ai travaillé avec des doctorants à Cambridge. On a monté en fait différents scénarios pour essayer de comprendre comment cette île avait pu disparaître. Et en fait, pendant 18 mois, on a essayé de répondre à cette question, de savoir si cette île, si la disparition de l'île était un événement singulier ou la conséquence de l'émergence de l'Anthropocène. Et donc, j'ai travaillé avec des chercheurs en géologie, en dynamique des fluides, mais aussi en océanographie pour essayer de répondre à cette question. Et le fait que le point de départ était ancré dans la fiction, à mon avis, les a fait entrer peut-être plus facilement dans ce projet artistique. Finalement, le temps d'adaptation n'était pas si long que ça, parce qu'on partait d'un postulat qui était dans la fiction, et c'est comme si ça ouvrait une certaine, ça leur donnait une certaine liberté que moi je m'octroie de par mon rôle en fait. Oui, c'est ça, toutes les hypothèses étaient ouvertes. Et finalement, c'est là que s'inscrit la liberté de l'artiste par rapport au scientifique qui, lui, est bien contraint par le réel. Oui, et d'une certaine manière, moi, je suis intéressée d'aller chercher dans ces récits-là une sorte de confrontation ou de tension avec le réel. Et donc c'est pour ça que je suis intéressée d'aller m'immerger dans un laboratoire aussi pour donner vie à ces fictions, sachant que ces fictions ou ces lieux puissent être totalement dans le domaine du plausible et que petit à petit, en fait, on oublie que ce lieu est un lieu imaginaire. Et donc finalement, avec cette question de savoir pourquoi cette île avait pu disparaître, même si l'île, du temps de son existence, était ancrée dans un territoire imaginaire, l'enquête pour essayer de répondre et essayer de comprendre comment elle avait pu disparaître, quant à elle, en fait, elle était vraiment ancrée dans le concret et ça a donné jour à 18 mois de recherche dans différents champs scientifiques pour essayer de répondre à cette question. Et je suis partie aussi en expédition pour moi-même essayer d'aller sur le terrain, essayer de trouver des indices. Donc je suis partie en Islande, un paysage, une île qui a les mêmes caractéristiques géologiques que l'île de Nuuk parce qu'elle se trouve à la jonction aussi entre deux continents. Et là, j'ai marché pendant 10 jours dans la faille pour essayer de trouver des indices qui pourraient nous mener sur un chemin, qui pourraient nous aider à comprendre comment cette île avait pu disparaître. Donc là, il y a quelques images, par exemple. Et à nouveau, finalement, c'est cet intérêt d'aller dans des lieux ou faire l'expérience de ces forces qui nous dépassent, faire l'expérience justement, par exemple, du temps géologique. Alors qu'avec l'Anthropocène, nous, nos sociétés humaines sont en train de devenir un élément important de l'échelle géologique, parce qu'on vient modifier jusqu'à un temps géologique. Et donc finalement, c'est un lieu où mettre un peu en perspective notre temps humain au temps de la géologie, au temps de l'océan, et essayer de faire l'expérience de la Terre, du géologique, par un autre point de vue. Et là, justement, en étant à l'intérieur de la faille, j'avais l'impression finalement d'essayer de commencer à penser justement comment penser la Terre, ou ce que décrit Michel Serres et Aldo Leopold, comme essayer de créer cette empathie avec les phénomènes naturels. Et donc, en fait, pour continuer l'enquête, j'ai traversé donc cette faille et j'ai extrait un bloc de basalte qui, en fait, en revenant à Paris, on a étudié ce bloc de basalte dans un laboratoire de géologie à l'ENS.
on a placé ce bloc dans une presse qui permet de recréer les mêmes conditions que le long des failles tectoniques dans les profondeurs. Et donc notre bloc de basalte dans la presse s'est fracturé, un peu comme ce qui se passe finalement dans ces paysages des profondeurs réelles où les forces sont tellement importantes le long des failles tectoniques, des frontières tectoniques, qu'à un moment, en fait, ces forces sont obligées de lâcher et ça donne ce qu'on appelle un tremblement de terre. Et donc, à l'intérieur de cette pierre, on a réussi à capturer ce même phénomène, une fracture, qu'après on a traduit dans le domaine de l'audible. Et donc, quand on entend le son, en fait, c'est une sorte de déchirure, mais c'est comme si c'était en fait une montagne de minuscules billes qui s'effondraient. Et de là, les chercheurs avec qui je travaillais ont accepté de continuer de partir dans un imaginaire et essayer de questionner quelle histoire pouvait être finalement imprimée à l'intérieur de ce son. Et de là, on a essayé de déconstruire une sorte d'histoire géologique en partant du moment où une des premières failles aurait pu se créer à l'intérieur d'un continent, peut-être la Pangée. Donc on a fait une expérience où on recrée un continent avec de la cire et on vient appliquer ses forces. Et là, c'est absolument incroyable de voir cette fracture qui se crée. Alors, et finalement de jouer avec le temps, parce que ça c'est quelque chose que moi dans mon atelier je ne suis pas capable de faire et que en dynamique des fluides, il joue constamment à jouer, il joue constamment à finalement essayer de changer les échelles de temps. Le temps devient élastique et donc pour essayer d'observer l'apparition d'une fracture dans un continent, il faut des millions et des millions d'années et pourtant à l'échelle du laboratoire, c'était une question de quelques minutes. Donc on a joué d'essayer de ralentir ou d'accélérer le temps pour pouvoir observer ces phénomènes. Et puis après, on est remonté à la formation des tremblements de terre. Et là, justement, avec les doctorants à Cambridge, on regardait quel pouvait être l'impact d'un tremblement de terre sur une masse rocheuse. Donc on a créé des montagnes, des grandes piles de sel, et on a appliqué une légère secousse. Et on filmait avec des caméras rapides pour voir le phénomène de glissement de terrain. Alors, vous parliez de l'Anthropocène, peut-être on peut rappeler que c'est vraiment un ensemble de phénomènes pour parler de cette ère de disparition, d'extinction massive d'espèces dont l'origine sont les activités humaines, très, très clairement. Mais vous me disiez également qu'un des chercheurs, finalement, s'était pris au jeu complètement de cette fiction. Oui, et donc c'est peut-être aussi ce qui a permis aussi la richesse du projet, que ce soit finalement la rencontre entre différents imaginaires. Après, la question peut se poser de savoir quel est le rôle de chacun et comment chacun peut se positionner justement par rapport à la fiction. Parce que le travail du chercheur, souvent, quand en histoire des sciences, et surtout pour des périodes très lointaines, il est obligé d'imaginer des scénarios très hypothétiques pour pouvoir s'imaginer ce qui s'est passé réellement. Donc c'est un peu le même type d'enquête qu'il fait dans son travail réel. Il y avait justement une des chercheuses du laboratoire de dynamique des fluides qui, elle, travaille plus du côté océanographie, et en fait elle s'intéresse à l'influence du relief sous-marin sur la façon dont les eaux des océans vont se mélanger. Et elle n'a pas accès à des données topographiques en fait, du fond des océans, elle n'a pas des données assez précises. Donc ce qu'elle va faire pour pouvoir mener à bien ses études, c'est qu'elle va recréer ou elle va créer virtuellement des paysages sous-marins. Et à partir de ces paysages imaginaires, au fond, elle peut appliquer ces différentes hypothèses. Donc, finalement, de ce temps, dans cette immersion dans les laboratoires, je vais aussi regarder le fonctionnement de certains chercheurs pour pouvoir penser leur sujet en prenant finalement un détour par une projection virtuelle aussi ou spéculative au fond. Vous avez travaillé avec, donc, on a vu des philosophes, des écrivains, des chercheurs dans les sciences dites dures. Vous avez travaillé aussi avec des anthropologues ? Oui, alors je suis en train de commencer une résidence qui est organisée par Coal. C'est une résidence qui commence en fait, qui a commencé il y a quelques mois à Chamarande.
Et en fait, on est un petit groupe, un laboratoire. Il y a une designer, Yesena Thibault, un myrmécologue ou pédologue qui s'appelle Alan Veigne, et puis 2 anthropologues, Germain Meulemans et puis Marine Legrand. Et là, on va réfléchir à qu'est-ce qu'un sol durable. Et finalement, de travailler avec des anthropologues aussi, ça apporte une autre approche par rapport à ces questions-là. Qu'est-ce qu'un sol durable? C'est une question qui finalement est tellement complexe, et on parle du sol, déjà que le sol, c'est finalement cette couche superficielle qui, pendant un long moment, on a pensé être plus du domaine de la permanence, et avec finalement l'exploitation minérale, agricole, avec les transformations brutales des sols, comme par exemple ce qui est en train de se passer au niveau du plateau de Saclay, on est obligé de repenser différemment cette question de la permanence, ou peut-être qu'on arrive à une fin de cette idée de permanence. Et pour revenir à cette question d'échelle de temps, au fond, C'est une idée qui s'est perdue dans le temps. Alors justement, à propos de ces questions d'échelle de temps, là on touche un petit peu à la fin de cette réunion internationale COP21 à Paris. On sait déjà que pour l'instant les conclusions sont assez décevantes, finalement. Il n'y a pas d'engagement réellement à la hauteur des enjeux. Est-ce que comment vous analysez cette situation? En soi, c'est dramatique, et je pense que c'est là où nous, en tant que société civile, en tant qu'artistes, plasticiens, on peut avoir un rôle à jouer pour les prochaines négociations, mais pour pouvoir finalement pousser les États, nos institutions à proposer d'autres solutions, mais peut-être à aborder ces problèmes par une autre perspective aussi, et puis de voir comment est-ce que nous, à notre échelle, on peut contribuer à un changement, un bouleversement des façons d'être au monde, d'être à la nature. Et vous ne pensez pas, Anaïs Tondeur, qu'il s'agit précisément d'une sorte de déficit de la perception des échelles de temps? Si, absolument. Alors que là, l'Anthropocène devient vraiment le signe que nos sociétés humaines rentrent en collision avec ces grandes échelles qui mettent finalement qui sont sur des échelles de temps qu'on a du mal à percevoir. On est ça dépasse notre entendement. C'est vrai que finalement, si on pense au pétrole, le pétrole peut être perçu comme une ressource renouvelable si on parle d'un temps géologique, mais à notre échelle, finalement, on doit faire une sorte de deuil de cette inépuisable qu'on a pu penser à un moment, cette chose qui semblait pouvoir être disponible, accessible infiniment. Je pense qu'on est obligé de faire un deuil de cette façon de voir et d'utiliser en fait les ressources naturelles. Peut-être il y a une question dans le public que vous souhaitez poser à Anaïs Tondeur. Oui, je voulais savoir 2 choses. D'une part, j'étais pas là au début, excusez-moi, mais pourquoi l'île Nouk vous a intéressé? Est-ce qu'il y avait d'autres endroits dans le monde, ou est-ce que c'était juste celui-là? Alors, cette île, en fait, est devenue une sorte de prétexte pour penser justement ces questions d'échelle de temps, ces questions liées à l'Anthropocène. Et ce lieu-là nous a particulièrement intéressés parce qu'on l'a créé. Donc, en fait, c'est un lieu qu'on a imaginé, qui se trouve dans un territoire imaginaire, et qu'on a créé pour pouvoir mettre en scène finalement tous ces questionnements liés aux enjeux climatiques. Et, on y a cru, c'est ça? C'est bien. Ça a marché. Oui. Mais donc en fait, cette île... avec cette île, l'idée, c'était pas de créer quelque chose de faux. Ou, finalement,
on s'est nourri de lieux existants et finalement on fait aussi écho à des îles qui sont en train de disparaître, si on pense aux Maldives par exemple, ou à des îles qui ont récemment apparu, si on pense à l'île de Sochi. Et donc finalement, jouer sur cette question d'apparition, de disparition, c'est un moyen aussi de penser à une autre échelle de temps la dynamique de la Terre avec des lieux qui apparaissent, qui disparaissent, et de penser finalement la Terre comme quelque chose de vivant et pas obligatoirement cette chose inerte qu'on a cru depuis plusieurs siècles. Alors, c'est un terme qui est utilisé depuis les années 2000 à peu près, qui a été lancé par un chimiste, il me semble, néerlandais, Paul Crutzen, qui aurait lancé ce terme qui lierait l'homme et l'air. Mais après, on peut aussi se poser la question de la légitimité de ce terme, alors qu'on essaie de dénoncer finalement la place tellement centrale de l'homme. Est-ce que c'est le bon terme, en fait, à nouveau, de parler d'une ère qui est marquée par l'homme? Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de changer justement notre façon d'être au monde et de donner justement un autre nom à cette période? Donc il y a plusieurs propositions, dont Donna Haraway qui fait des propositions aussi, mais voilà, peut-être à nous de réfléchir même à cette notion de l'anthropocène. Bon, alors on a pu... une autre question. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que on pourrait étudier la question de savoir que nos ancêtres, tous les ancêtres, qu'ils soient noirs, jaunes, celtes, rouges, enfin on ne sait pas, peut-être il y avait des verts aussi, ils avaient tous cette connaissance que la Terre était vivante, c'est que l'univers est vivant. Et depuis l'arrivée des religions, on a mis justement l'humain, l'homme, surtout le masculin, donc en exergue. D'ailleurs, on dit toujours l'homme au lieu de l'humain. Et est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à retrouver l'expérience de nos ancêtres et savoir de nos ancêtres au lieu de nous penser plus intelligents et comment est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir la religion et toutes les religions d'une manière un peu plus logique? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et finalement, quand on commence à penser l'histoire ou les racines de la crise écologique, c'est vrai qu'on peut remonter, si on reste dans notre culture, au christianisme et à la façon dont l'homme ou Dieu a fait l'homme à son image et la nature un peu à son service. Et je pense que c'est là où c'est un premier point de départ où à mon avis, on n'est pas du tout dans la bonne structure. Et c'est pour ça que j'essaye de par mon travail, d'essayer de trouver d'autres points de vue et justement de revenir à d'autres cultures, à la façon dont nos ancêtres pouvaient être au monde. Je pense que ça devient absolument crucial. Alors on a pu voir, Anaïs Tondeur, en tout cas, que vos œuvres fonctionnent en temps réel. En tout cas, je vous remercie infiniment pour cet entretien. Merci. Merci à vous.